Chapitre 1. Le noir et le langage. Nous attachons une importance fondamentale au phénomène du langage. C'est pourquoi nous estimons nécessaire cette étude qui doit pouvoir nous livrer un des éléments de compréhension de la dimension pour autrui de l'homme de couleur. Étant entendu que parler, c'est exister absolument pour l'autre, le noir a deux dimensions, l'une avec son congénère, l'autre avec le blanc. Un noir se comporte différemment avec un blanc et avec un noir. Que cette dissiparité soit la conséquence directe de l'aventure colonialiste, nul doute. Qu'elle nourrisse sa veine principale au cœur des différentes théories qui ont voulu faire du noir le lent acheminement du singe à l'homme, personne ne songe à le contester. Ce sont des évidences objectives qui expriment la réalité, mais quand on a rendu compte de cette situation, quand on l'a comprise, on tient que la tâche est terminée. Comment ne pas réentendre alors, dégringolant, les marges de l'histoire, cette voie? Il ne s'agit plus de connaître le monde, mais de le transformer. Il est effroyablement question de cela dans notre vie. Parler, c'est être à même d'employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue, mais c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. La situation n'étant pas à sens unique, l'exposé doit s'en ressentir. On voudra bien nous accorder certains points qui, pour inacceptables qu'ils puissent paraître au début, seront trouvés dans les faits le critère de leur exactitude. Le problème que nous envisageons dans ce chapitre est le suivant. Le noir, antillais, sera d'autant plus blanc, c'est-à-dire se rapprochera d'autant plus du véritable homme qu'il aura fait sienne la langue française. Nous n'ignorons pas que c'est là une des attitudes de l'homme en face de l'être. Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. On voit où nous voulons en venir. Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance. Paul Valéry le savait, qui faisait du langage le Dieu dans la chair égarée. Dans un ouvrage en préparation, nous proposons d'étudier ce phénomène. Pour l'instant, nous voudrions montrer pourquoi le noir antillais, quel qu'il soit, a toujours à se situer en face du langage. Davantage, nous élargissons le secteur de notre description et par-delà l'antillais, nous visons tout homme colonisé. Tout peuple colonisé, c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité, du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse. Dans l'armée coloniale, et plus précisément dans les régiments de tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître, et ils jouissent eux aussi d'une certaine honorabilité. Il y a la ville, il y a la campagne, il y a la capitale, il y a la province. Apparemment, le problème est le même. Prenons un Lyonnais à Paris. Il vantera le calme de sa ville, la beauté enivrante des quais du Rhône, la splendeur des plantes, et tant d'autres choses que chantent les gens qui n'ont rien à faire. Si vous le rencontrez à son retour de Paris, et surtout si vous ne connaissez pas la capitale, alors il ne taira pas d'éloges. Paris, ville lumière, la Seine, les guinguettes, connaître Paris et mourir. Le processus se répète dans le cas du Martiniquais. D'abord, dans son île, Basse-Pointe, Marigot, Gros-Morne, en face l'imposant fort de France. Ensuite, et c'est là le point essentiel, hors de son île, le noir qui connaît la métropole est un demi-dieu. Je rapporte à ce sujet un fait qui a dû frapper mes compatriotes. Beaucoup d'Antillais, après un séjour plus ou moins long dans la métropole, reviennent se faire consacrer. Avec eux, l'indigène, celui qui n'est jamais sorti de son trou, le bitaco, adopte la forme la plus éloquente de l'ambivalence. Le noir qui pendant quelque temps a vécu en France revient radicalement transformé. Pour nous exprimer génétiquement, nous dirons que son phénotype subit une mue définitive, absolue. Nous voulons dire par là que les noirs qui reviennent près des leurs donnent l'impression d'avoir achevé un cycle, de s'être ajouté quelque chose qui leur manquait. Ils reviennent littéralement pleins d'eux-mêmes. Dès avant son départ, on sent, à l'allure presque aérienne de sa démarche, que des forces nouvelles se sont mises en branle. Quand il rencontre un ami ou un camarade, ce n'est plus le large geste huméral qui l'annonce.
Discrètement, notre futur s'incline. La voix, rauque d'habitude, laisse deviner un mouvement interne fait de bruissement, car le noir sait que là-bas, en France, il y a une idée de lui qui l'agrippera au Havre ou à Marseille. Je suis martiniquais, c'est la première fois que je viens en France. Il sait que ce que les poètes appellent roucoulement divin, entendez le créole, n'est qu'un moyen terme entre le petit nègre et le français. La bourgeoisie aux Antilles n'emploie pas le créole, sauf dans ses rapports avec les domestiques. À l'école, le jeune martiniquais apprend à mépriser le patois. On parle de créolisme. Certaines familles interdisent l'usage du créole et les mamans traitent leurs enfants de tibande quand ils l'emploient. Ma mère voulant un fils memorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom, cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous, vous ai-je dit, qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français. Léon Gontran Damas, dans Pigment. Oui, il faut que je me surveille dans mon élocution, car c'est un peu à travers elle qu'on me jugera. On dira de moi, avec beaucoup de mépris, il ne sait même pas parler français. Dans un groupe de jeunes antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui, c'est un quasi-blanc. En France, on dit parler comme un livre, en Martinique, parler comme un blanc. Le noir entrant en France va réagir contre le mythe du Martiniquais qui mange les R. Il va s'en saisir et véritablement entrera en conflit avec lui. Il s'appliquera non seulement à rouler les R, mais à les ourler, épiant les moindres réactions des autres, s'écoutant parler, se méfiant de la langue, organe malheureusement paresseux. Il s'enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures, s'acharnant à se faire diction. Dernièrement, un camarade nous racontait cette histoire. Un Martiniquais arrivant au Havre entre dans un café avec une parfaite assurance. Il lance garçon un verre de bière. Nous assistons là à une véritable intoxication. Soucieux de ne pas répondre à l'image du nègre mangeant les airs, il en avait fait une bonne provision, mais il n'a pas su répartir son effort. Il y a un phénomène psychologique qui consiste à croire en une ouverture du monde dans la mesure où les frontières se brisent. Le noir, prisonnier dans son île, perdu dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d'air cet appel de l'Europe. Parce que, il faut le dire, Césaire fut magnanime dans son cahier d'un retour au pays natal. Cette ville, Fort-de-France, est véritablement plate, échouée. Là-bas, au flanc de ce soleil, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante, indocile en son sort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite en rupture de faune et de flore. La description qu'en donne Césaire n'est nullement poétique. On comprend alors que le noir, à l'annonce de cette entrée en France, comme on dit de quelqu'un qui fait son entrée dans le monde, jubile et décide de changer. D'ailleurs, il n'y a pas de thématisation, il change de structure indépendamment de toute démarche réflexive. Il existe aux États-Unis un centre dirigé par Peace et Williamson, c'est le centre de Peckham. Les auteurs ont prouvé qu'il y avait chez les gens mariés un remaniement biochimique et paraît-il, ils auraient décelé la présence de certaines hormones chez l'époux d'une femme gestante. Il serait aussi intéressant, si s'en trouvera d'ailleurs pour le faire, de rechercher les bouleversements humoraux des Noirs à leur arrivée en France, ou simplement d'étudier par des tests les modifications de leur psychisme avant leur départ et un mois après leur installation en France. Il y a un drame dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences de l'homme. Doit-on postuler une réalité humaine type et en décrire les modalités psychiques ne tenant compte que des imperfections, ou bien ne doit-on pas tenter sans relâche une compréhension concrète et toujours nouvelle de l'homme? Quand nous lisons qu'à partir de 29 ans, l'homme ne peut plus aimer, qu'il lui faut attendre 49 ans pour que réapparaisse son affectivité, nous sentons le sol se dérober. On ne s'en sortira qu'à la condition expresse de bien poser le problème, car toutes ces découvertes, toutes ces recherches ne tentent qu'à une chose, faire admettre à l'homme qu'il n'est rien, absolument rien, et qu'il lui faut en finir avec ce narcissisme selon lequel il s'imagine différent des autres animaux. Il n'y a là ni plus ni moins capitulation de l'homme. À tout prendre, je saisis mon narcissisme à pleine main et je repousse l'objection de ceux qui veulent faire de l'homme une mécanique,
Si le débat ne peut s'ouvrir sur le plan philosophique, c'est-à-dire de l'exigence fondamentale de la réalité humaine, je consens à le mener sur celui de la psychanalyse, c'est-à-dire des ratés, au sens où l'on dit qu'un moteur a des ratés. Le noir qui entre en France change parce que pour lui la métropole représente le tabernacle. Il change non seulement parce que c'est de là que lui sont venus Montesquieu, Rousseau et Voltaire, mais parce que c'est de là que lui viennent les médecins, les chefs de service, les innombrables petits potentats, depuis le sergent-chef, 15 ans de service, jusqu'au gendarme originaire de Panissière. Il y a une sorte d'envoûtement à distance, et celui qui part dans une semaine à destination de la métropole crée autour de lui un cercle magique où les mots Paris, Marseille, la Sorbonne, Pigalle représentent les clés de voûte. Il part et l'amputation de son être disparaît à mesure que le profil du paquebot se précise. Il lit sa puissance, sa mutation dans les yeux de ceux qui l'ont accompagné. Adieu Madras, adieu foulard. Maintenant que nous l'avons conduit au port, laissons-le voguer. Nous le retrouverons. Pour l'instant, allons à la rencontre de l'un d'entre eux qui revient. Le débarqué, dès son premier contact, s'affirme. Il ne répond qu'en français et souvent ne comprend plus le créole. À ce propos, le folklore nous fournit une illustration. Après quelques mois passés en France, un paysan retourne près des siens. Apercevant un instrument aratoire, il interroge son père, vieux campagnard, à qui on ne la fait pas. Comment s'appelle cet engin? Pour toute réponse, son père le lui lâche sur les pieds, et l'amnésie disparaît, singulière thérapeutique. Voici un débarqué, il n'entend plus le patois, parle de l'opéra qu'il n'a peut-être aperçu que de loin, mais surtout adopte une attitude critique à l'égard de ses compatriotes. En présence du moindre événement, il se comporte en original. Il est celui qui sait, il se révèle par son langage. À la savane, où se réunissent les jeunes gens de Fort-de-France, le spectacle est significatif. Imaginez un espace de 200 mètres de long sur 40 de large, limité latéralement par des tamariniers vermoulus, en haut par l'immense monument aux morts, la patrie reconnaissante à ses enfants, en bas par le Central Hotel, un espace torturé de pavés inégaux, des cailloux qui roulent sous les pieds, et, enfermés dans tout cela, montant et descendant, 300 ou 400 jeunes gens qui s'accostent, se prennent, non, ne se prennent jamais, se quittent. Ça va et toi, ça va. Et l'on va comme ça pendant 50 ans. Oui, cette ville est lamentablement échouée, cette vie aussi. Ils se retrouvent et parlent, et si le débarqué obtient rapidement la parole, c'est qu'on l'attend, d'abord dans la forme, la moindre faute est saisie, dépouillée, et en moins de 48 heures, tout Fort-de-France la connaît. On ne pardonne pas à celui qui affiche une supériorité de faillir au devoir. Qu'ils disent par exemple, il ne m'a pas été donné de voir en France des gendarmes à chevaux. Et le voilà perdu. Il ne lui reste qu'une alternative, se débarrasser de son parisianisme ou mourir au pilori, car on n'oubliera point, mariée, sa femme saura qu'elle épouse une histoire. Et ses enfants auront une anecdote à affronter et à vaincre. D'où provient cette altération de la personnalité? D'où provient ce nouveau mode d'être? Tout idiome est une façon de penser, disaient Damourette et Pichon. Et le fait, pour le noir récemment débarqué, d'adopter un langage différent de celui de la collectivité qu'il a vu naître, manifeste un décalage, un clivage. Le professeur Westermann, dans The African Today, écrit qu'il existe un sentiment d'infériorité des Noirs qu'éprouvent surtout les évolués et qu'ils s'efforcent sans cesse de dominer. La manière employée pour cela, ajoute-t-il, est souvent naïve. Porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, adopter les choses dont l'Européen fait usage. Ces formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d'expressions européennes, user de phrases empoulées en parlant ou en écrivant dans une langue européenne. Tout cela est mis en œuvre pour tenter de parvenir à un sentiment d'égalité avec l'Européen et son mode d'existence. Nous voudrions, nous référant à d'autres travaux et à nos observations personnelles, essayer de montrer pourquoi le noir se situe de façon caractéristique en face du langage européen. Nous rappelons encore une fois que les conclusions auxquelles nous aboutirons valent pour les Antilles françaises. Nous n'ignorons pas toutefois que ces mêmes comportements se retrouvent au sein de toute race ayant été colonisée. Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent antillais. Nous avons connu et nous connaissons encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne d'être sénégalais.
C'est que l'antillais est plus évolué que le noir d'Afrique. Entendez qu'il est plus près du blanc, et cette différence existe non seulement dans la rue et sur les boulevards, mais aussi dans les administrations, dans l'armée, tout antillais ayant fait son service militaire dans un régiment de tirailleurs connaît cette bouleversante situation. D'un côté les Européens, vieilles colonies ou originaires, de l'autre les tirailleurs. Il nous souvient de certains jours où, en pleine action, la question se trouva posée d'anéantir un nid de mitrailleuses. Par 3 fois les Sénégalais furent lancés, par 3 fois ils furent rejetés. Alors l'un des leurs demanda pourquoi les Toubabs n'y allaient pas. Dans ces moments-là, on arrive à ne plus savoir qui l'on est, Toubab ou indigène. Cependant, pour beaucoup d'Antillais, cette situation n'est pas ressentie comme bouleversante, mais au contraire comme tout à fait normale. Il ne manquerait plus que ça, nous assimiler à des nègres. Les originaires méprisent les tirailleurs, et l'Antillais règne sur toute cette négraille en maître incontesté. À l'extrême d'ailleurs, je rapporte un fait qui est pour le moins comique. Dernièrement, je m'entretenais avec un Martiniquais qui m'apprit, courroucé, que certains Guadeloupéens se faisaient passer pour nôtres. Mais, ajoutait-il, on s'aperçoit rapidement de l'erreur. Ils sont plus sauvages que nous, entendez encore, ils sont plus éloignés du blanc. On dit que le noir aime les palabres, et quand pour ma part je prononce palabres, je vois un groupe d'enfants jubilants, lançant vers le monde des appels inexpressifs, des rocités, des enfants en plein jeu, dans la mesure où le jeu peut être conçu comme initiation à la vie. Le noir aime les palabres, et le chemin n'est pas long qui conduit à cette nouvelle proposition. Le noir n'est qu'un enfant. Les psychanalystes ici ont beau jeu, et le terme d'oralité est vite lâché. Mais nous devons aller plus loin. Le problème du langage est trop capital pour espérer le poser intégralement ici. Les remarquables études de Piaget nous ont appris à distinguer des stades dans son apparition, et celles de Gelb et Goldenstein nous ont montré que la fonction du langage se distribue en paliers, en degrés. Ici, c'est l'homme noir en face du langage. Ici, c'est l'homme noir en face de la langue française qui nous intéresse. Nous voulons comprendre pourquoi l'Antillais aime bien parler le français. Jean-Paul Sartre, dans son introduction à l'anthologie de la poésie nègre et malgache, nous dit que le poète noir se retournera contre la langue française, mais cela est faux quant aux poètes antillais. Nous sommes en cela d'ailleurs de l'avis de M. Michel Léris, qui, il y a peu de temps, pouvait écrire à propos du créole. Actuellement encore, langue populaire que tous connaissent plus ou moins, mais que les seuls illettrés parlent à l'exclusion du français. Le créole paraît d'ores et déjà promis à passer tôt ou tard au rang de survivance, quand l'instruction, si lent soient ses progrès, entravée par le nombre partout trop restreint des établissements scolaires, la pénurie en matière de lecture publique et le niveau souvent trop bas de la vie matérielle, se sera diffusée assez généralement dans les couches déshéritées de la population. Et, ajoute l'auteur, pour les poètes dont je parle ici, il ne s'agit nullement de se faire antiller sur le plan du pittoresque de Félibrige en usant d'une langue d'emprunt et, qui plus est, dénuée de rayonnement extérieur, quelles que puissent être ses qualités intrinsèques. Au contraire, il y a de véritables ouvrages traduits du Wolof ou du Peul, et nous suivons avec beaucoup d'intérêt les études de linguistique de Cheikh Anta Diop. Aux Antilles, rien de pareil. La langue officiellement parlée est le français. Les instituteurs surveillent étroitement les enfants pour que le créole ne soit pas utilisé. Nous passons sous silence les raisons invoquées. Donc, apparemment, le problème pourrait être le suivant. Aux Antilles comme en Bretagne, il y a un dialecte et il y a la langue française. Mais c'est faux, car les Bretons ne s'estiment pas inférieurs aux Français. Les Bretons n'ont pas été civilisés par le blanc. Refusant de multiplier les éléments, nous risquons de ne pas délimiter le foyer. Or, il est important de dire aux Noirs que l'attitude de rupture n'a jamais sauvé personne, et s'il est vrai que je dois me libérer de celui qui m'étouffe parce que véritablement je ne puis pas respirer, il demeure entendu que sur la base physiologique, difficulté mécanique de respiration, il devient malsain de greffer un élément psychologique, impossibilité d'expansion. Qu'est-ce à dire ? Tout simplement ceci. Lorsqu'un Antillais licencié en philosophie déclare ne pas présenter l'agrégation, alléguant sa couleur, je dis que la philosophie n'a jamais sauvé personne,
Quand un autre s'acharne à me prouver que les noirs sont aussi intelligents que les blancs, je dis l'intelligence non plus n'a jamais sauvé personne, et cela est vrai, car si c'est au nom de l'intelligence et de la philosophie que l'on proclame l'égalité des hommes, c'est en leur nom aussi qu'on décide de leur extermination. Avant de continuer, il nous semble nécessaire de dire certaines choses. Je parle ici d'une part des noirs aliénés, mystifiés, et d'autre part des blancs non moins aliénés, mystificateurs et mystifiés. S'il se trouve un Sartre ou un Verdier, le cardinal pour dire que le scandale du problème noir n'a que trop duré. On ne peut que conclure à la normalité de leur attitude. Nous aussi pourrions multiplier références et citations et montrer qu'effectivement le préjugé de couleur est une idiotie, une inquiété qu'il s'agit d'anéantir. Sartre commence ainsi son Orphée noir dans Anthologie de la poésie nègre et malgache. Qu'est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges, ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force? Pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Je ne sais pas, mais je dis que celui qui cherchera dans mes yeux autre chose qu'interrogation perpétuelle devra perdre la vue, ni reconnaissance ni haine, et si je pousse un grand cri, il ne sera point nègre, non, dans la perspective adoptée ici, il n'y a pas de problème noir, ou du moins, s'il y en a un, les blancs n'y sont intéressés que par hasard. C'est une histoire qui se passe dans l'obscurité, et il faudra bien que le soleil que je transhume éclaire les moindres recoins. Le docteur H.L. Gordon, médecin de l'hôpital de psychopathie Matari à Nairobi, écrit dans un article de la presse médicale de l'Est africain, l'observation poussée au plus haut point d'une série de 100 cerveaux d'indigènes normaux établit à l'œil nu une absence de cerveau nouveau caractérisée, comme on sait, par des cellules au dernier stade de développement, et, ajoute-t-il, cette infériorité représente quantitativement 14,8%. On a dit que le nègre reliait le singe à l'homme blanc bien entendu, et ce n'est qu'à la 120e page que Sir Alan Burns conclut: nous ne pouvons donc considérer comme scientifiquement établie la théorie selon laquelle l'homme noir serait inférieur à l'homme blanc ou proviendrait d'une souche différente. Il nous serait facile, ajoutons-nous, de montrer l'absurdité des propositions telles que, au terme de l'écriture, la séparation des races blanches et noires se prolongera au ciel comme sur la terre, et les indigènes qui seront accueillis au royaume des cieux se trouveront séparément dirigés sur certaines de ces maisons du Père dont le Nouveau Testament contient la mention. Ou encore, nous sommes le peuple élu, regarde la teinte de nos peaux, d'autres sont noirs ou jaunes, c'est à cause de leurs péchés. Oui, comme on le voit, en faisant appel à l'humanité, au sentiment de la dignité, à l'amour, à la charité, il nous serait facile de prouver ou de faire admettre que le noir est l'égal du blanc. Mais notre but est tout autre. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. M. Achille, professeur au lycée du Parc à Lyon, dans une conférence, citait une aventure personnelle. Cette aventure est universellement connue. Rares sont les Noirs résidant en France qui ne l'ont pas vécue. Étant catholique, il se rendait à un pèlerinage d'étudiants. Un prêtre, avisant ce bronzé dans sa troupe, lui dit: toi quitter grande savane, pourquoi, et venir avec nous? L'interpellé répondit très courtoisement, et le gêné de l'histoire ne fut pas le jeune déserteur des savanes. On rit de ce quiproquo, et le pèlerinage continua. Mais si nous nous y arrêtions, nous verrions que le fait pour le prêtre de s'adresser en petit nègre appelle diverses remarques. Première. Les Noirs, je les connais, il faut s'adresser à eux gentiment, leur parler de leur pays, savoir leur parler, telle est la question. Voyez plutôt, nous n'exagérons pas, un blanc s'adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin, et l'on s'en va minaudant, susurrant, gentillonnant, câlinotant. Ce n'est pas un blanc que nous avons observé, mais des centaines, et nos observations n'ont pas porté sur telle ou telle catégorie, mais, nous prévalant d'une attitude essentiellement objective, nous avons voulu étudier ce fait chez les médecins, les agents de police, les entrepreneurs. L'on nous dira, oubliant en cela notre but, que nous aurions pu porter notre attention ailleurs, qu'il existe des blancs n'entrant pas dans notre description,
Nous répondrons à ces objecteurs que nous faisons ici le procès des mystifiés et des mystificateurs, des aliénés, et que s'il existe des blancs à se comporter sainement en face d'un noir, c'est justement le cas que nous n'avons pas à retenir. Ce n'est pas parce que le foie de mon malade fonctionne bien que je dirai les reins sont sains. Le foie étant reconnu normal, je l'abandonne à sa normalité qui est normale et je me tourne vers les reins. En l'occurrence, les reins sont malades, ce qui veut dire qu'à côté des gens normaux qui se comportent sainement selon une psychologie humaine, il en est à se comporter pathologiquement selon une psychologie inhumaine, et il se trouve que l'existence de ce genre d'homme a déterminé un certain nombre de réalités à la liquidation desquelles nous voulons ici contribuer. Parler aux nègres de cette façon, c'est aller à eux, c'est les mettre à leur aise, c'est vouloir se faire comprendre d'eux, c'est les rassurer. Les médecins des salles de consultation le savent, 20 malades européens se succèdent. Asseyez-vous, monsieur, pourquoi venez-vous? De quoi souffrez-vous? Arrive un nègre ou un arabe. Assieds-toi, mon brave. Qu'est-ce que tu as? Où as-tu mal? Quand ce n'est pas, quoi, toi y en a? Deuxièmement, parler petit nègre à un nègre, c'est le vexer, car il est celui qui parle petit nègre. Pourtant, nous dira-t-on, il n'y a pas intention, volonté de vexer. Nous l'accordons, mais c'est justement cette absence de volonté, cette désinvolture, cette nonchalance, cette facilité avec laquelle on le fixe, avec laquelle on l'emprisonne, le primitivise, l'anticivilise qui est vexante. Si celui qui s'adresse en petit nègre à un homme de couleur ou à un arabe ne reconnaît pas dans ce comportement une tare, un vice, c'est qu'il n'a jamais réfléchi. Personnellement, il nous arrive, en interrogeant certains malades, de sentir à quel moment nous glissons. En face de cette vieille paysanne de 73 ans, débile mentale, en plein processus démentiel, je me sens tout à coup s'effondrer les antennes avec lesquelles je touche et par lesquelles je suis touché. Le fait pour moi d'adopter un langage approprié à la démence, à la débilité mentale, le fait pour moi de me pencher sur cette pauvre vieille de 73 ans, le fait pour moi d'aller à elle, à la recherche d'un diagnostic et le stigmate d'un fléchissement dans mes relations humaines, c'est un idéaliste, dira-t-on, mais non, ce sont les autres qui sont des salauds. Pour ma part, je m'adresse toujours aux bicots, en français correct, et j'ai toujours été compris. Ils me répondent comme ils peuvent, mais je me refuse à toute compréhension paternaliste. Bonjour, mon ami, où y a mal? Et d'y voir un peu le ventre, le cœur, avec leur petit accent que les hippos des salles de consultation connaissent bien. On a bonne conscience quand la réponse arrive sur le même mode. Vous voyez, on ne vous raconte pas de blagues, ils sont comme ça. Dans le cas contraire, il faudra rappeler ces pseudopodes et se comporter en homme. Tout l'édifice s'écroule. Un noir qui vous dit: Monsieur, je ne suis nullement votre brave, du nouveau dans le monde. Mais il faut aller plus bas. Vous êtes au café à Rouen ou à Strasbourg. Un vieil ivrogne par malheur vous aperçoit. Vite, il s'assied à votre table. Toi, Africain, Dakar, Rufisque, bordel, femme, café, mangue, banane. Vous vous levez et vous partez. Vous êtes salué d'une bordée de jurons. Sale nègre, tu ne faisais pas tant l'important dans ta brousse. Monsieur Manoni a décrit ce qu'il appelle le complexe de Prospera. Nous reviendrons sur ces découvertes qui nous permettront de comprendre la psychologie du colonialisme, mais déjà nous pouvons dire, parler petit nègre, c'est exprimer cette idée. Toi, reste où tu es. Je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal le français. Par geste, j'essaie de lui donner le renseignement qu'il réclame. Mais ce faisant, je n'ai garde d'oublier qu'il a une langue propre, un pays, et qu'il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture. En tout cas, il est étranger à mon groupe, et ses normes doivent être différentes. Dans le cas du noir, rien de pareil. Il n'a pas de culture, pas de civilisation, pas ce long passé d'histoire. On retrouve peut-être là l'origine des efforts des Noirs contemporains, coûte que coûte, prouver au monde blanc l'existence d'une civilisation nègre. Le nègre doit, qu'il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le blanc. Regardez les illustrés pour enfants, les nègres ont tous à la bouche le oui messier, rituel. Au cinéma, l'histoire est plus extraordinaire. La plupart des films américains synchronisés en France reproduisent des nègres type Yabon Banania. Dans un de ces films récents, Requin d'acier, on voyait un nègre naviguant dans un sous-marin
parlait le jargon le plus classique qui soit. D'ailleurs, il était bien nègre, marchant derrière, tremblant au moindre mouvement de colère du quartier maître, et finalement tué dans l'aventure. Je suis pourtant persuadé que la version originale ne comportait pas cette modalité d'expression, et quand bien même elle aurait existé, je ne vois pas pourquoi en France démocratique, où 60 millions de citoyens sont de couleur, on synchroniserait jusqu'aux imbécilités d'outre-Atlantique. C'est que le nègre doit se présenter d'une certaine manière, et depuis le noir de sans pitié, moi bon ouvrier, jamais mentir, jamais voler, jusqu'à la servante de duel au soleil, on retrouve cette stéréotypie. Oui, au noir on demande d'être bon négro. Ceci posé, le reste vient tout seul. Le faire parler petit nègre, c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence, d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Et naturellement, de même qu'un juif qui dépense de l'argent sans compter est suspect, le noir qui cite Montesquieu doit être surveillé. Qu'on nous comprenne, surveillé dans la mesure où, avec lui commence quelque chose, et, certes, je ne prétends pas que l'étudiant noir soit suspect à ses camarades ou à ses professeurs, mais en dehors des milieux universitaires, subsiste une armée d'imbéciles. Il importe non pas de les éduquer, mais d'amener le noir à ne pas être l'esclave de leurs archétypes. Que ces imbéciles soient le produit d'une structure économico-psychologique, nous l'accordons. Seulement, nous n'en sommes pas plus avancés. Quand un nègre parle de Marx, la première réaction est la suivante. On vous a élevé et maintenant vous vous retournez contre vos bienfaiteurs, ingrats. Décidément, on ne peut rien attendre de vous. Et puis il y a aussi cet argument massu du planteur en Afrique, notre ennemi, c'est l'instituteur. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir, et il n'y a rien de plus exaspérant que de s'entendre dire « Depuis quand êtes-vous en France? Vous parlez bien le français ?» On pourrait me répondre que cela est dû au fait que beaucoup de Noirs s'expriment en petit nègre, mais ce serait trop facile. Vous êtes dans le terrain, vous demandez « Pardon, monsieur, voudriez-vous m'indiquer le wagon-restaurant, s'il vous plaît ?»« Oui, mon ami, toi y en a prendre couloir tout droit, 1, 2, 3, c'est là. » Non. Parler petit nègre, c'est enfermer le noir, c'est perpétuer une situation conflictuelle où le blanc infeste le noir de corps étrangers extrêmement toxiques. Rien de plus sensationnel qu'un noir s'exprimant correctement, car, vraiment, il assume le monde blanc. Il nous arrive de nous entretenir avec des étudiants d'origine étrangère. Ils parlent mal le français. Le petit Crusoé, alias Prospero, se trouve alors à son aise. Il explique, renseigne, commente, leur prend leur cours. Avec le noir, l'ahurissement est à son comble. Lui, il s'est mis à la page. Avec lui, le jeu n'est plus possible. Il est une pure réplique du blanc. Il faut s'incliner. Note. J'ai connu des nègres à la faculté de médecine. En un mot, ils étaient décevants. Le teint de leur peau devait leur permettre de nous donner l'opportunité d'être charitables, magnanimes ou scientifiquement amicaux. Ils avaient failli à ce devoir, à cette exigence de notre bon vouloir. Tout notre larmoyante tendresse, toute notre sollicitude roublarde nous restait sur les bras. Nous n'avions pas de nègres à cajoler, nous n'avions pas de quoi les haïr non plus. Ils pesaient, à peu de choses près, notre poids dans la balance des petits travaux et des maigres tricheries quotidiennes. Michel Salomon, d'un juif à des nègres, présence africaine. On comprend, après tout ce qui vient d'être dit, que la première réaction du noir soit de dire non à ceux qui tentent de le définir. On comprend que la première action du noir soit une réaction, et puisque le noir est apprécié en référence à son degré d'assimilation, on comprend aussi que le débarqué ne s'exprime qu'en français. C'est qu'il tend à souligner la rupture qui s'est désormais produite. Il réalise un nouveau type d'homme qu'il impose à ses camarades, à ses parents, et à sa vieille mère qui ne comprend plus. Il parle de ses liquettes, de la bicoque en désordre, de la baraque, tout cela agrémenté de l'accent qui convient. Dans tous les pays du monde, il y a des arrivistes, ceux qui ne se sentent plus, et il y a en face d'eux ceux qui gardent la notion de leur origine. L'antillais qui revient de la métropole s'exprime en patois, s'il veut signifier que rien n'a changé. On le sent au débarcadère, où parents et amis l'attendent non seulement parce qu'il arrive, mais dans le sens où l'on dit « je l'attends au tournant ». Il leur faut une minute pour établir le diagnostic. Si à ses camarades le débarqué dit « je suis très heureux de me retrouver parmi vous »,
Mon Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays, je ne saurais y demeurer longtemps. On est prévenu, c'est un Européen qui arrive. Dans un ordre plus particulier, quand à Paris des étudiants antillais se rencontrent, deux possibilités s'offrent à eux, ou soutenir le monde blanc, c'est-à-dire le véritable monde et le français alors employé, il leur demeure possible d'envisager quelques problèmes et de tendre dans leurs conclusions à un certain degré d'universalisme, ou rejeter l'Europe, yo, et se rejoindre par le patois en s'installant bien confortablement dans ce que nous appelons le Mvelt martiniquais. Nous voulons dire par là, et cela s'adresse surtout à nos frères antillais, que lorsqu'un de nos camarades à Paris ou dans quelque autre ville de faculté s'essaie à considérer sérieusement un problème, on l'accuse de faire l'important, et le meilleur moyen de le désarmer est de s'infléchir vers le monde antillais en brandissant le créole. Il faut trouver là une des raisons pour lesquelles tant d'amitiés s'écroulent après quelque temps de vie européenne. Notre propos étant la désaliénation des Noirs, nous voudrions qu'ils sentent que chaque fois qu'il y a incompréhension entre eux en face du blanc, il y a absence de discernement. Un Sénégalais apprend le créole afin de se faire passer pour un Antillais. Je dis qu'il y a aliénation. Les Antillais qui le savent multiplient leurs railleries. Je dis qu'il y a absence de discernement. Comme on le voit, nous n'avions pas tort de penser qu'une étude du langage chez l'Antillais pouvait nous révéler quelques traits de son monde. Nous l'avons dit au début, il y a un rapport de soutènement entre le langage et la collectivité. Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. L'Antillais qui veut être blanc le sera d'autant plus qu'il aura fait sien l'instrument culturel qu'est le langage. Je me souviens, il y a un peu plus d'un an, à Lyon, après une conférence où j'avais tracé un parallèle entre la poésie noire et la poésie européenne, de ce camarade métropolitain me disant chaleureusement « Au fond, tu es un blanc ». Le fait pour moi d'avoir étudié à travers la langue du blanc un problème aussi intéressant me donnait droit de citer. Historiquement, il faut comprendre que le noir veut parler le français, car c'est la clé susceptible d'ouvrir les portes qui, il y a 50 ans encore, lui étaient interdites. Nous retrouvons chez l'Antillais, entrant dans le cadre de notre description, une recherche de subtilité, de rareté du langage, autant de moyens de se prouver à eux-mêmes une adéquation à la culture. Note. Voir par exemple le nombre presque incroyable des anecdotes auxquelles a donné naissance l'élection à la députation de tel candidat. Une ordure de journal du nom de Canard déchaîné n'a eu de cesse qu'il n'ait enveloppé M.B. de créolisme éviscérant. C'est en effet l'arme massue aux Antilles, ne sait pas s'exprimer en français. On a dit, les orateurs antillais ont une puissance d'expression qui laisserait pantelants les Européens. Il me revient un fait significatif. En 1945, lors des campagnes électorales, Aimé Césaire, candidat à la députation, parlait à l'école des garçons de Fort-de-France devant un auditoire nombreux. Au milieu de la conférence, une femme s'évanouit. Le lendemain, un camarade relatant l'affaire l'a commenté de la sorte. Français a été tellement chaud que la femme l'a tombé malcadi. Ce qui veut dire, le français était tellement chaud que la femme est tombée en transe. Puissance du langage. Quel autre fait mérite de retenir notre attention? Par exemple, M. Charles-André Julien présentant Aimé Césaire, un poète noir agrégé de l'université, ou encore tout simplement le terme de grand poète noir. Il y a dans ces phrases toutes faites et qui semblent répondre à une urgence de bon sens, car enfin Aimé Césaire est noir, et il est poète, une subtilité qui se cache, un nœud qui persiste. J'ignore qui est Jean Paulhan, sinon qu'il a écrit des ouvrages fort intéressants. J'ignore quel peut être l'âge de Caillois, ne retenant que les manifestations de son existence dont il raye le ciel de temps à autre, et que l'on ne nous accuse point d'anaphylaxie affective. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que M. Breton dise de Césaire, et c'est un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un blanc pour la manier. Introduction du cahier d'un retour au pays natal. Et quand bien même M. Breton exprimerait la vérité, je ne vois pas en quoi résiderait le paradoxe, en quoi résiderait la chose à souligner, car enfin M. Aimé Césaire est martiniquais et agrégé de l'université. Encore une fois, nous retrouvons M. Michel Hieris.
S'il y a chez les écrivains antillais volonté de rupture avec des formes littéraires liées à l'enseignement officiel, cette volonté, tendue vers un avenir plus aéré, ne saurait revêtir une allure folklorisante, désireux avant tout littérairement de formuler le message qui leur appartient en propre et, quant à quelques-uns tout au moins, d'être les porte-parole d'une vraie race aux possibilités méconnues, ils dédaignent l'artifice que représenterait pour eux, dont la formation intellectuelle s'est opérée à travers le français de façon presque exclusive, le recours à un parler qu'ils ne pourraient plus guère employer que comme une chose apprise. Mais, me rétorqueront les Noirs, c'est un honneur pour nous qu'un blanc comme Breton écrive pareille chose. Continuons.